José Mourinho est de retour au Real Madrid, le club qui n'a plus gagné de titre depuis 2 ans, dont le vestiaire est en guerre ouverte et dont les stars font la loi. Et c'est exactement ce qui rend ce retour fou, parce que Mourinho, c'est l'homme qui a osé mettre Casillas sur le banc, le capitaine, la légende, l'intouchable. C'est l'homme qui a retiré le brassard à Pogba à Manchester. Pour lui, dans un vestiaire, il y a un seul patron. Et ce n'est jamais un joueur. Sauf que ce Real-là est rempli d'égos qui n'ont jamais connu ça. Vinicius qui insulte le coach quand on le remplace, Valverde et Tchouaméni qui se battent à l'entraînement, Mbappé qui se fait siffler par ses supporters. Alors la question c'est, est-ce que Mourinho va dompter ce vestiaire et ramener les titres ? Ou est-ce que les égos vont être plus forts que lui? Aujourd'hui, on va voir comment Mourinho va tout changer à Madrid. Ses exigences, sa discipline, son mercato et les classicos à l'ancienne qui nous attendent. Les gars, petit rappel concernant notre défi, le mondial commence dans un mois, on est actuellement à 157 000 abonnés. L'objectif c'est d'atteindre les 200 000 avant le coup d'envoi de la France contre le Sénégal le 16 juin. Si tu kiffes ce qu'on fait sur la chaîne, prends 2 secondes pour t'abonner. Merci beaucoup. Si tu veux savoir ce qui attend ce Real Madrid, regarde juste comment Mourinho fonctionne. Dans son vestiaire, il y a un seul boss, et il veut rien savoir. Peu importe le nom dans le dos du maillot, peu importe le salaire, peu importe les ballons d'or à la maison. Chez Mourinho, soit tu rentres dans le rang, soit tu dégages. Il n'y a pas d'autre option. Et c'est pas que des mots. Lors de son premier passage à Madrid, il a fait un truc que personne n'osait imaginer. Il a mis Iker Casillas sur le banc, le capitaine, la légende du club, champion du monde, le chouchou de la maison. Le mec qu'on croyait intouchable. Mourinho s'en est foutu. Il l'a sorti et a mis Diego Lopez à sa place. Mi mensaje para que de una vez por todas a ver si vosotros lo entendéis. Yo soy entrenador de fútbol. Elegir quién juega. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simple. Et le vestiaire a explosé en 2 camps. Sergio Ramos, lui, a pris la défense de Casillas et s'est dressé contre le coach. La presse a même sorti une une devenue culte, c'est mou ou nous, en parlant de Casillas et Ramos. Le club était coupé en deux, les supporters aussi. Casillas dira lui-même plus tard, j'aurais dû lui parler dans son bureau et je le regrette. À Manchester United, rebelote. Il s'attaque à Pogba, le joueur le plus cher du club à l'époque, en lui retirant le brassard de vice-capitaine. Même un joueur à 100 millions ne lui fait pas baisser les yeux. Le message est clair, personne n'est plus grand que l'équipe. Et c'est exactement ce dont ce Real a besoin. Un vestiaire où les égos ont pris le pouvoir va tomber sur un mec qui mange des égos au petit-déj. Les caprices, les têtes qui boudent au remplacement, les embrouilles à l'entraînement, tout ça va devoir s'arrêter très vite. Avec Mourinho, ça va se calmer, ou ça va péter encore plus fort. Mais ça va changer, c'est sûr. Mais Mourinho, il revient pas en demandant gentiment un poste. Il revient avec une liste de conditions posées sur le bureau de Florentino. Et elles ne se discutent pas. La première, c'est l'autorité sportive totale. Il veut décider qui joue, qui reste sur le banc et qui s'en va à l'été. Et ça, à Madrid, c'est tout sauf un détail. Parce que le Real, c'est pas un club anglais où le coach contrôle tout l'aspect du football. Ici, le pouvoir passe par Florentino, par le directeur général José Ángel Sánchez, par la cellule de recrutement, par les agents, par la stratégie marketing, etc. Le coach a son mot à dire, mais il est presque jamais le seul à décider. Mourinho, lui, demande qu'on déplace une partie de cette structure de pouvoir pour le laisser travailler. C'est l'exigence la plus dure à accepter pour Florentino. Parce que ça veut dire lui filer les vraies clés du club. Et Mourinho sait que c'est faisable. La première fois, il avait gagné un bras de fer interne au moment du départ de Jorge Valdano, ce qui lui avait donné plus de contrôle que n'importe quel autre entraîneur madrilène. Deuxième condition, son propre staff. Là, c'est normal. Tous les grands coachs veulent leurs adjoints, des gens qui comprennent leurs séances et leur façon de tenir un groupe. Sauf que Mourinho va plus loin. Il touche un intouchable de la maison. Le préparateur physique, culte que Florentino adore, devenu presque une arme secrète du club. Beaucoup à Madrid sont convaincus que c'est lui qui explique pourquoi l'équipe est souvent plus forte physiquement quand arrive la Ligue des Champions. Mais après une saison à plus de 50 blessures, avec des méthodes de prépa de plus en plus critiquées, même Florentino pourrait finir par donner raison à Mourinho. Troisième condition, et celle-là est franchement maligne. Il ne veut plus être le paratonnerre médiatique du club. La première fois, son passage n'avait jamais ressemblé à un simple job de coach. Il était traîné dans chaque tempête. Les polémiques d'arbitrage, les guerres institutionnelles, les clashs avec le Barça, les fuites du vestiaire. Au bout d'un moment, le coach était devenu le bouclier de tout le club. Le moindre mot lâché en conférence de presse partait en titre de journal le lendemain. Et même quand il ne disait rien, on lui cherchait un message caché. Cette fois, il veut bien parler de foot, de joueurs, de tactique, de résultats, mais pour tout ce qui sort du terrain, il veut que le club mette quelqu'un d'autre devant les micros. Parce qu'il l'a appris à la dure. S'il redevient l'histoire principale tous les 3 jours, le projet sportif crève avant même de démarrer.
Et c'est peut-être la partie la plus honnête de toute cette négociation. Mourinho assume la pression de gagner, il veut juste ne plus porter tous les problèmes du Real Madrid sur son dos. Maintenant, parlons du truc que les fans attendent peut-être encore plus que les titres. Le retour du Mourinho combatif, le provocateur, celui qui transforme un match de foot en guerre psychologique totale. Pour comprendre l'ampleur du truc, faut se replonger dans son premier passage. À l'époque, sa rivalité avec le Barça de Guardiola a atteint un niveau de tension qu'on n'avait jamais vu et qu'on n'a jamais revu depuis. Le sommet, c'est cette folie de 2011. En seulement 18 jours, le Real et le Barça se sont affrontés 4 fois. 4 classicos en moins de 3 semaines. En Liga, en Coupe du Roi et sur une double confrontation en demi-finale de Ligue des Champions. Autant dire que la marmite était sous pression permanente. Et c'est dans cette période qu'on a eu les moments les plus dingues. Pendant la Super Coupe d'Espagne, une grosse bagarre éclate sur le terrain entre les joueurs et les staffs. Et là, au milieu du chaos, Mourinho s'avance tranquillement par derrière et plante carrément son doigt dans l'œil de Tito Vilanova, l'adjoint de Guardiola. Puis il s'éloigne comme si de rien n'était. Une scène folle qui a fait le tour du monde. Juste après quelques secondes, Messi passe juste à côté de Mourinho. Et là, le coach porte la main à son nez et fait un geste, comme pour dire que Messi pue. Un truc de cours de récré, sauf que c'est l'homme le plus malin du banc qui le fait, contre le meilleur joueur du monde, devant des millions de téléspectateurs. Sauf que Messi, il va répondre de la meilleure des manières. Dans ce même match, il plante le but de la victoire, le 3-2 à la toute fin. Et au moment de célébrer, il se tourne vers Mourinho et lui fait signe de la fermer. La réponse parfaite. Et c'est pas la seule fois où Mourinho a allumé la mèche avec les Catalans. Sur un autre classico, alors qu'il provoque les joueurs du Barça depuis son banc et qu'il parle un peu trop, Messi s'approche carrément de la ligne de touche pour le défier et l'inviter à venir s'expliquer sur le terrain. Mourinho était prêt à tout pour déstabiliser l'adversaire. Même à la provocation la plus gamine. Et il avait le don de transformer chaque classico en feuilleton, en règlement de compte personnel, en guerre où tout le monde finissait par perdre son sang-froid. Mais le plus fort, c'est sa guerre des mots. Après une défaite en Ligue des Champions, frustré par l'arbitrage, il sort sa fameuse tirade. Il répète « ¿Por qué? ¿Por qué? Pourquoi? Pourquoi ?» en sous-entendant que tout était truqué en faveur du Barça. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cette punchline est devenue culte. Elle résume toute sa stratégie. Déplacer la pression sur les arbitres, sur l'adversaire, sur le système pour protéger ses joueurs et allumer le match avant même le coup d'envoi. Parce que c'était ça, le foot version Mourinho. Le match commençait des jours avant, en conférence de presse. Une phrase bien placée, une pique sur l'adversaire, un doute lâché sur l'arbitre et tout le pays s'enflammait. Il jouait dans les têtes autant que sur le terrain. Et même Guardiola a fini par craquer sous cette pression permanente, au point de quitter le Barça en partie épuisé par ses clashs à répétition. Et franchement, ça nous manque. Parce que le foot d'aujourd'hui est devenu un peu ennuyeux. Tout le monde répond en interview comme s'il aurait cité une fiche apprise par cœur. Personne n'ose dire ce qu'il pense vraiment. Tout est propre et calculé, et c'est mortel d'ennui. Mourinho, lui, il fait vivre le spectacle. Tu regardes une de ses conférences, tu sais d'avance que tu vas ressortir avec une punchline ou un clash qui va tourner en boucle pendant une semaine. Et là, imagine Mourinho face au Barça de Hansi Flick et du jeune Lamine Yamal, le vieux roublard de la guerre mentale contre une nouvelle génération qu'il connaît juste par des vieilles vidéos. Cette rivalité-là, elle va envoyer du lourd. Les classicos vont redevenir ce qu'ils étaient à la grande époque, des batailles où la moindre étincelle peut tout faire exploser. Sur le terrain aussi, le changement va être brutal, parce que le Real qu'a laissé Xabi Alonso, c'était une équipe de possession et de contrôle. Beaucoup de ballons, une construction patiente, une domination par le nombre de passes. Sur le papier, c'est joli. Le problème, c'est que ça ne suffisait plus à gagner des titres, et que sur les gros matchs, dès que le rythme se cassait, l'équipe se faisait punir en transition. Mourinho, c'est tout l'inverse. Lui, sa religion, c'est le bloc compact, le jeu direct et la transition qui tue. Tu défends. Ensemble, tu récupères le ballon et en 3 passes, tu es déjà dans la surface adverse. Chez lui, garder le ballon, c'est une arme pour faire mal, pas un truc qu'on garde pour rassurer tout le monde. Et attention, parce qu'il faut casser un cliché tout de suite. On dit souvent que Mourinho, c'est un coach défensif, frileux, qui gare le bus. C'est faux. Et il l'a prouvé à Madrid. Lors de sa saison 2011-2012, son Real a battu le record absolu de la Liga. 100 points, 32 victoires. Et surtout, 121 buts marqués. Il a explosé l'ancien record du plus gros total de buts jamais inscrit sur une saison du championnat espagnol. Un record qui appartenait déjà au Real lui-même et qui est daté de plus de 20 ans. Comme disait la presse espagnole à l'époque, personne ne voyait ça venir d'un coach réputé défensif. Lui-même en reste convaincu. Il a dit que cette équipe-là était la meilleure d'Espagne et aussi la meilleure d'Europe cette saison. Donc ouais, quand il a les armes, Mourinho peut faire jouer un foot qui éclabousse. Concrètement, il va sûrement revenir à son fameux 4-2-3-1.
La clé de ce système, c'est le double pivot au milieu. À l'époque, c'était Khedira qui faisait le sale boulot, qui grattait, qui couvrait à cause de Xabi Alonso, qui dictait le tempo et lançait les contres avec ses passes longues. Aujourd'hui, Mourinho a de quoi reconstruire ça en mieux. Chouameni en sentinelle devant la défense, le mec qui protège les centraux et coupe les lignes de passe, Valverde en moteur, capable de presser, récupérer et se projeter dans la surface en une course, et Camavinga comme récupérateur box-to-box, 3 mecs taillés pour la bagarre, qui souffrent pour que les artistes devant puissent respirer. Et devant justement, Mbappé devient la référence offensive numéro 1, le joueur qu'on libère dans l'espace pour le lancer en chasse, exactement comme Mourinho avait fait avec Cristiano à Madrid, avec Drogba à Chelsea ou avec Milito à l'Inter. Son schéma a toujours tourné autour d'un attaquant spécial qu'on protège, qu'on alimente et qu'on laisse finir le travail. Mbappé dans la profondeur sur une équipe qui défend bas et contre à toute vitesse, c'est un cauchemar pour n'importe quelle défense au monde. Mais il y a une règle, et elle vaut pour tout le monde, sans exception. Chez Mourinho, on défend tous, et c'est là que ça va coincer. Parce que Mbappé et Vinicius ont été habitués à une liberté quasi totale, à ne penser qu'à attaquer, à laisser le repli aux autres. Avec Mourinho, fini. Tu redescends, tu aides ton latéral, tu cours pour l'équipe même quand t'as pas le ballon. C'est le ticket d'entrée et il n'est pas négociable. Mourinho a un précédent célèbre là-dessus. À Chelsea, il adorait le talent d'Eden Hazard. Mais le jour où il a senti que le Belge ne faisait pas assez dans l'effort défensif, il l'a lâché publiquement, en disant clairement qu'il n'était pas prêt à se sacrifier pour le collectif. Le talent ne te protège pas chez Mourinho, jamais. Et ça, certaines stars du Real vont le découvrir à la dure. Parce qu'un Mourinho, ça n'arrive jamais sans vouloir façonner son équipe à son image. Et là, le mercato qui s'annonce va être agité. Ce qu'il réclame, c'est toujours la même chose, des soldats. Pas forcément les noms les plus clinquants, mais des joueurs qui courent, qui obéissent et qui ferment les espaces. Regarde son historique au milieu de terrain et tu comprends tout de suite son obsession. Makelele à Chelsea a carrément donné son nom à un poste tellement il était indispensable dans l'ombre. Il y a eu Essien aussi, puis Matic, des récupérateurs increvables. À l'Inter, il s'appuyait sur Cambiasso et Mota. À Madrid, sur Khedira. À chaque fois, le même genre de joueur, celui qui abat le travail invisible pour que les stars puissent s'exprimer devant en toute liberté. Mourinho aime aussi les têtes qu'il connaît déjà, qu'il a déjà dirigées, souvent des joueurs portugais ou des profils qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Il fait davantage confiance à un soldat fiable qu'à un talent qu'il faut materner. Côté départ maintenant, ça va bouger sérieusement. Et le premier dossier, c'est Carvajal. Le latéral droit a déjà annoncé son départ. De toute façon, Mourinho ne compte pas sur lui. Et là, l'histoire est savoureuse, parce que c'est pas la première fois. En 2012, lors de son premier passage, Mourinho ne voulait déjà pas de Carvajal et l'avait laissé filer du côté de Leverkusen, en Allemagne. Carvajal en a gardé une dent. Il a même sous-entendu que le coach avait été un peu opportuniste avec lui. Autant dire que les retrouvailles n'auront jamais lieu. Le capitaine s'en va, et Mourinho ne lèvera pas le petit doigt pour le retenir. Mais le vrai dossier explosif, le truc qui peut faire trembler tout le vestiaire, c'est Vinicius. La tension est déjà là, palpable. Avant même que Mourinho ait posé un pied à Valdebebas, il l'a déjà critiqué publiquement par le passé, notamment sur sa gestion des émotions et ses provocations sur le terrain. Son contrat traîne, il n'est toujours pas prolongé, et les relations avec le club sont déjà fraîches. Alors imagine quand tu rajoutes Mourinho par-dessus. La question brutale c'est, est-ce que ces deux fortes têtes peuvent coexister? Soit Vinicius accepte que l'autorité de Mourinho ne se discute pas et qu'il doit défendre comme les autres, soit c'est la rupture pure et simple. Et il y a un précédent qui doit faire flipper le Brésilien. Mourinho a déjà vécu exactement ce scénario avec Eden Hazard à Chelsea. Il adorait son talent, il le couvrait d'éloges en public. Mais le jour où il a senti que Hazard ne se sacrifiait pas assez pour l'équipe, qu'il ne défendait pas, il l'a lâché sans état d'âme. Après une défaite, il avait carrément dit devant les médias que Hazard n'était pas prêt à faire les efforts pour le collectif. C'est sa méthode. Si tu joues perso, il te le fait payer devant tout le monde. Et Vinicius, qui adore attaquer mais qui déteste défendre, coche absolument toutes les cases du joueur que Mourinho peut décider de sacrifier. A l'inverse, certains ne vont pas juste survivre, ils vont kiffer ce nouveau régime. Bellingham par exemple, c'est le profil rêvé pour Mourinho, de la puissance, de la percussion, des arrivées tardives dans la surface. La capacité à transformer une récupération en occasion de but en 2 foulées, c'est exactement le genre de milieu box-to-box que Mourinho adore, avec un système vertical et rapide qui récupère haut et qui attaque vite. Bellingham a tout pour exploser et redevenir le monstre qu'on a vu à sa première saison. Courtois aussi part avec un crédit énorme. Faut savoir que c'est Mourinho qui l'a lancé à Chelsea, qui a cru en lui très jeune. Et un gardien fiable, c'est la base absolue du système Mourinho. Si tu le défends bas et compact, il te faut un mur dans les cages. Courtois, c'est précisément ça. Derrière un bloc à la Mourinho, il va se régaler à multiplier les clean sheets. Et même des profils qu'on n'imaginerait pas vont lui plaire. Mourinho adore les défenseurs teigneux, agressifs, qui ont la gagne et qui reculent devant personne. Le genre de central qui rend les attaquants adverses dingues. Dans cette équipe, il a de quoi faire et va vite repérer ses guerriers. Ceux sur qui il va bâtir sa défense de fer. Alors au final, ce retour ça va donner quoi? C'est là qu'on touche au double visage de José Mourinho. D'un côté, t'as la mentalité gagnante, la discipline retrouvée, un vestiaire enfin repris en main par un patron que personne n'ose défier, un Real qui redevient dur à jouer.
solide, avec une vraie identité. De l'autre, t'as le risque que tout parte en vrille, que les égos se rebellent et que ça finisse en clash générale. Parce que c'est ça Mourinho. Avec lui, il y a rarement de juste milieu. Soit ça marche très fort et il te ramène des titres et des records, soit ça crame absolument tout sur son passage et quitte le club au milieu d'un incendie. Regarde comment ça s'est terminé à Manchester United. Au début, des résultats, un trophée, une équipe qui répond. Et puis, petit à petit, les tensions avec les cadres, les guerres avec la direction, les joueurs qui décrochent. À la fin, le vestiaire l'avait lâché et il est parti avec une équipe à la dérive, plus basse au classement que quand il était arrivé. Et même son premier passage à Madrid, qu'on présente souvent comme un succès, c'est fini dans la douleur. La dernière saison, il a terminé sous les sifflets de son propre stade, pendant que Casillas, lui, recevait des ovations depuis le banc. Le vestiaire le voulait plus, le divorce était total. C'est ça le pari de Florentino. Ramener un gagnant, ouais, mais un gagnant qui peut très bien transformer un vestiaire déjà fragile en cocotte minute prête à exploser. Alors la vraie question, je te la pose directement. Est-ce que Mourinho va remettre le Real sur son trône? Ou est-ce que ce vestiaire de star va finir par le pousser dehors comme tant d'autres avant? Une chose est sûre, quoi qu'il arrive, ce retour, c'est un séisme pour tout le football espagnol. Le Special One de retour à Madrid, avec un vestiaire à dompter, des stars à recadrer et un Barça à abattre. Crois-moi, on ne va pas s'ennuyer une seule seconde. Alors dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Mourinho, c'est le sauveur que le Real attendait ou la bombe à retardement qui va tout faire péter? Je veux vraiment lire vos avis là-dessus. Et si t'es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour pas rater la suite, parce que cette saison à Madrid, elle promet d'être complètement folle.